et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, Québec. D'ailleurs, j'ai parlé au promoteur Camille et Stéphane et il m'a dit qu'il voulait retourner à Rimouski pour la simple et bonne raison qu'il veut être chez Marie-Ève Albert pour amener ses boxeurs. Vraiment, il m'a dit on aimerait ça aller au royaume de Marie-Ève Albert. D'ailleurs, je sais pas, c'est pas un grand sujet, mais Ted Firm, toi, t'aimes ça voyager parce que tu vas tout le temps dans les galas que de la boxe féminine, puis Eye of the Tiger ont des combats féminins, on va en parler. Ils veulent aller à Thetford, ils vont à Gatineau le mois prochain, mais là, Thetford Mines, Rimouski et je ne me rappelle pas une autre ville aussi, Rouyn-Noranda dans la prochaine année. Donc, affûte tes freins, tu n'as pas fini de voyager, Marie-Ève de septembre. On a une émission surchargée, on a beaucoup de choses. Il y a eu un report, il y a eu le décès de la reine qu'on va célébrer lundi. Donc, pas de propos anti-monarchiques. Donc, commence, envoie-nous des sujets, là. Moi, je suis prêt. On va commencer avec La reine est morte, vive la reine. Ah, t'as fait un lien, c'est fort. Ouais. Je n'étais pas contente la semaine passée. Je n'étais pas contente quand ils ont annulé. Je comprends pourquoi le gala Clarissa Shields, Savannah Marshall a été reporté. OK? Je comprends. Mais je n'étais pas contente. Je n'étais pas bien contente. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, la manière que ça s'est fait, Laurent. Ben moi, je vais te dire, là, j'avais planifié ma fin de semaine, puis le samedi, j'écoute beaucoup de football collégial quand j'ai rien à faire. Puis là, j'avais tout préparé mon affaire. Mon écran principal aurait été à la boxe. J'aurais regardé juste les résultats. J'aurais abandonné le football pour regarder les résultats. Puis j'étais énervé parce que, mais toute la semaine, je lisais que le combat meilleur contre Bob Garner allait voler le show. Ouais. Mais. Bon, s'il te plaît. Mon Dieu. J'aurais dû éteindre mes affaires. Mais là, par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais même pas comment éteindre ça. Hein. Mets ton cellulaire sur mute. Pas mon cellulaire, ça sonne dans l'ordinateur. Fait que là, c'est terrible. Je vais aller éteindre ça. Fait que là, toute la semaine, OK, je voyais Bob Garner contre Mayer. Puis là, je me disais, c'est le. Tu sais, il disait partout que ça allait voler le show. Puis là, en plus, mais moi, j'étais bien. Marshall contre Shields, là, tiens-toi bien, je vais te le dire. Là, j'ai été allé au dépanneur gager une grosse somme d'argent sur Clarissa Shields parce que je trouve que, tu sais, les KO, ça fascine. On dirait que les gens sont fascinés par la force de frappe de Savannah Marshall. Puis c'est peut-être la chose que Clarissa Shields, elle n'a pas amené chez les pros. Le KO violent là, que tu peux jouer en reprise. Ce que Marie Spencer fait super bien pour fasciner le monde entier. Mais Clarissa Shields, là, elle boxe sur un moyen temps. Elle ne fait pas beaucoup d'erreurs. Je trouve qu'elle a les mains tellement vives quand elle se ramasse à courte distance. Elle est dure à atteindre. Moi, là, je trouvais que le pari avait beaucoup de valeur. Là, j'étais prêt à payer mon loyer d'octobre avec Clarissa Shields. M'annule mon combat. Ben oui, mais sincèrement, j'ai pas aimé la manière, Laurent, que ça a été fait, l'annulation. Je comprends qu'il fallait c'était un choix.
de reporter ou pas, le choix a été fait. Bon, ça, on ne le contestera pas parce que partout dans le monde, il y a eu des annulations liées à la reine. Ce que je trouve délicat, c'est qu'on ne parle pas d'un match de soccer ou de football ici, qu'on peut facilement reporter. On parle de filles qui étaient sur le point d'aller faire leur pesée. Au début, ce qui a été annoncé, c'est même pas on annule, pas capable de s'assumer, la gang de promoteurs. Ils ont comme reporté le weigh-in de quelques heures. Ça, déjà en partant, j'aime pas ça. Quand on reporte un weigh-in, je déteste ça d'une certaine manière parce qu'on parle de boxeurs, de boxeuses qui sont affaiblis. C'est pas tout le monde qui fait des coupures de poids de façon propre. Il y en a qui c'est des coupures de poids plus drastiques, qui ont faim, sont déshydratés. Puis de prolonger d'une coupe d'heure, ça peut changer un plan de match. J'aime pas ça. Quand je vois ça, je trouve que c'est un peu jouer avec la santé des gens aussi. Ça reste encadré, une coupure de poids. Sauf que on le sait très bien, c'est pas aussi simple que ça. Ça m'a dérangé. Moi aussi, Marie-Ève, que tu sais, des filles comme, je ne sais pas à quel point ils se promènent à quel poids dans la vie de tous les jours, mais des coupures de poids, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'en as pas, tu ne peux pas faire ça 60 fois dans ta vie. Il y a comme une limite aussi de coupe de poids. C'est pour ça que les boxeurs, souvent, en début de carrière, ils vont boxer à un poids plus élevé, justement parce que les coupures drastiques, peut-être tu peux le faire 12 à 18 fois dans ta vie. Fait que là, est-ce que, je m'avance, mais est-ce qu'on vient comme amputer un peu la carrière, sans dire la carrière, mais la longévité, je ne le sais pas. Il ne faut pas que ces choses-là arrivent trop souvent. Là. Je ne sais pas si ça ampute la longévité, mais mais ces filles-là vont passer un mois difficile pour certaines parce qu'on sait que ça a été, c'est pas officiel encore, mais la carte serait reportée au 15 octobre, à confirmer, mais il semblerait que c'est la seule date disponible au O2 parce que Katie Taylor va se battre aussi à Londres un petit peu plus tard dans le mois. On parle de fin octobre. Fait que, il faut vraiment aller chercher. Puis là, tu as vendu 20 000 billets. Hein? Fait qu'il faut essayer d'aller le plus proche possible de la date pour essayer de pouvoir conserver ta clientèle. Tu peux pas juste changer de ville. Crois-tu qu'ils vont être obligés de re-hyper le show? T'sais, il y avait quand même, il y a eu des face-à-face, là, où ils mettent les chaises à l'envers. Oui, ils vont être obligés de re-hyper le show. Ils ont coupé le hype en plein milieu, puis pas juste ça, il y a peut-être des adversaires qui ne peuvent plus. Fait que c'est là la carte est enlevée de BoxRec, là, présentement. Ils n'ont pas juste changé la date, ils ont enlevé la carte au complet, puis ça se peut qu'il y ait des changements sur la carte. Il y avait même des rumeurs cette semaine qui disaient que le show d'Alicia Baumgartner-Mayer pourrait être retiré de cette carte-là, ramené en sous-carte de Senissa Estrada au mois de novembre. Or, c'est des grosses rumeurs, puis selon ce que j'en comprends, c'est pas logique, mais les rumeurs couraient pareil. Donc, ça se peut que ça a été réfléchi puis pensé pareil. Présentement, c'est pas le cas. Il n'y a rien qui indique que c'est le cas, mais j'ai lu plusieurs rumeurs de ça hier puis avant-hier, puis il y a des journalistes qui commentaient puis qui essayaient de dire, qui expliquaient que c'était plausible puis tout ça. Donc, on sait jamais. T'sais, on sait jamais, même si c'est pas nécessairement confirmé, ça se peut que la carte ne soit pas la carte qu'on s'attend. Il y a des boxeuses là-dedans qui travaillent, qui ont une vie de famille, puis qui ont pris des congés pour pouvoir se déplacer, puis ça se peut qu'il n'y ait plus les mêmes congés. T'sais, surtout les adversaires du côté B, qui, elles, ne vivent pas de la boxe la plupart du temps, vivent d'un travail régulier. Ouais, ils n'ont pas réussi à repayer leur congé sans sol. Ils vont peut-être être moins enclins ou des fois, les employeurs ne veulent pas en donner un deuxième. Là, le gala est annulé. On va attendre. On va attendre à suivre. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si la carte va être identique. 15 octobre, donc ça devrait dans les prochains jours sortir. On s'entend que toutes ces boxeuses vont devoir refaire une coupure de poids. Quand on parlait tout à l'heure qu'ils vont passer un mois difficile, c'est dans ce sens-là. Refaire une coupure de poids 5 semaines après la coupure initiale. Physiquement, c'est difficile parce qu'il y a des filles avec la réhydratation, il y a des filles qui ont de la misère, il y a des filles qui vont tomber dans leurs règles. Il y a plein de choses, là. Il y a plein de facteurs en boxe féminine qu'il faut considérer qui n'existent pas nécessairement chez les garçons. J'ai hâte de voir à suivre. Je pense qu'on ne peut pas en parler plus. On va en reparler quand ça sera recédulé, Laurent, mais la reine est morte, vive la reine. C'est rendu qu'on est avec un roi, le roi Charles, le King Charles III. Je
Je te dirais que j'ai énormément de respect pour la reine, surtout depuis qu'elle me donne un congé férié fédéral lundi. Merci pour mon congé férié. Il y a un sujet tout de suite. Moi, je vais te dire c'est qui ma reine maintenant. Là. Ben, c'est un lien. Mais Léla Baudouin, et là, je te fais mon petit préambule. Quand elle a passé pro, j'étais comme, bah, s'ils veulent passer pro de la boxe féminine parce que c'est cool, je tiens ça mort. Tu sais, dans ma tête, je ne voyais rien. Là. Mais là, ma Léla, premièrement, elle avait une bonne adversaire quand elle a passé pro. Ouais. Et là, elle relève les défis un par un. Ouais. C'est la fille qui a profité de la pandémie pour devenir une athlète de haut niveau. Tu sais, elle a commencé la pandémie, c'est une fille en shape. Elle finit la pandémie, c'est une des athlètes les plus complètes du Québec. Rappelle-toi, Laurent, qu'elle a même pogné la COVID en début de pandémie au pied du ring. Mais là, son physique là, vraiment est incroyable. Là, c'est haut niveau. Et là, elle relève des défis. Et quand tu regardes les cartes maintenant, ils ont changé l'interface BoxRec, c'est dégueulasse. Sauf que qu'est-ce qu'on voit rapidement, c'est qu'on voit les numéros de chaque boxeur. Tu sais, le 1300e vient affronter Évry Martin Duval qui est 284. Là, tu vois, ça clash. Tu sais, c'est toujours le favori. Et là, elle affrontait, quand elle a signé ce combat-là contre Carla Zamora, elle était 8e au monde, Zamora. Elle a fini, je pense, 11e. Il y a eu de l'activité en chaque. Mais là, un bon, vraiment, Léla, qui, de un, cogne au classement, de deux, continue à battre les défis qu'on amène devant elle. Là, cette fille-là avait des comparables. Cette fille-là, ben là, corrige-moi si je me trompe, a battu des filles qui sont devenues championnes du monde, ou ça peut être des sous-titres, mais c'est quelqu'un qui avait une notoriété dans la catégorie de poids. Et là, Léla, très bien fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, elle avait de la sauce dans sa main droite. Là. Elle frappait avec autorité aussi. Moi, j'ai trouvé ça de la belle boxe. Là. Il va falloir commencer à penser que Léla appartient au top 15 de la division et peut-être peut espérer se battre en, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on peut même penser qu'un jour, elle pourrait se battre en championnat? Elle est rendue qu'elle est en train de déjouer les pronostics. Ben, moi, je trouve que Léla, c'est ça, comme tu dis, elle a super bien progressé. Elle fait de la belle boxe, elle met en pratique ce qu'elle fait au gym dans ses combats. Alors, les adversaires qui lui sont assignés ont tous quelque chose à lui apporter et on s'attend que Léla ne cherche pas des walk in the park. Hein. C'est pas ça qu'on veut lui amener. On veut la faire travailler sur sa technique, sur des stratégies. Il y a toujours un plan de match très précis. Puis dès qu'on lui parle après les combats, elle nous déballe tout ce qui était son plan de match en détail. Puis c'est très, très, très intéressant parce que là, on dit OK, oui, je le vois dans ton combat que tu viens de faire. Ce que tu me dis, c'est vrai que tu l'as fait ou c'est vrai que tu ne l'as pas fait d'une telle manière. Elle est excellente pour faire des post-mortem. Là, Carla Ramos Zamora, c'était une fille qui avait énormément d'expérience, qui avait affronté un paquet de boxeuses. Elle a commencé carrément comme une pro. Là. Elle a fait son apprentissage comme une pro, donc il ne faut pas regarder la fiche, il faut regarder qui elle a affronté, comment elle les a affrontés, quels ont été les résultats, dans quel ordre. Pour Léla, c'était une grosse pointure. C'était un combat qui était qualifié de 50-50 par plusieurs. Ça, on ne voit pas ça souvent. Souvent, il y a un côté A, un côté B, puis là, tu amènes deux côtés bas A. On le voit plus souvent, peut-être en boxe féminine. Oui, puis ici, ben, il n'y en avait pas vraiment de côté A, côté B. C'était deux adversaires qui avaient tout à gagner les deux et qui étaient capables de gagner le combat, chacun de tirer la couverte, chacun de son côté. J'ai trouvé Léla... je lui disais après le combat, je t'ai trouvé que tu avais boxé plus compact que d'habitude, en défensive. Elle me répondait, oui, c'était une stratégie, on voulait le faire parce que d'habitude, on se grandit en reculant. Puis moi, ben, j'ai vraiment travaillé à essayer de boxer compact. Tout a été appliqué. Là, ça reste que c'est un combat qui était difficile, là. Il ne faut pas penser que Léla a fait une dominance dans ce combat-là. Ce n'est pas le cas. Zamora a eu de très bons coups aussi. Zamora a fait certains dommages aussi. Et a fait travailler Léla beaucoup. Elle a fait sortir Léla de sa zone de confort. Et c'est un combat, Léla, quand elle est descendue du ring, elle était fatiguée. C'est épuisant. C'est une guerre qui n'arrête pas. C'était un excellent combat pour les fans. Les gens, s'ils ont la chance d'aller revoir ce combat-là, là, c'était un très, très bon combat pour les fans. Ça, on ne peut pas dire l'inverse.
est-ce que Layla va se battre sur 8 rounds la prochaine fois? C'était ça le plan. Mais elle est peut-être un peu fatiguée. Le plan était de revenir le 27 octobre à Gatineau. Je serais surpris qu'elle revienne sur un 6 semaines après. C'est pour moi, on va la garder peut-être pour Shawinigan. Ben, c'est ce que je pense aussi. On en a discuté justement au pied du ring. Et moi, je lui disais, penses-tu que vu que la date est proche, tu vas faire peut-être plus un 6 encore? Puis elle avait l'air bien OK avec ça. Hein? Faire un 6, puis même là, on ne sait pas. Peut-être que, comme tu dis, ils vont juste lui dire, regarde, tu as besoin d'un congé. Puis on s'en va. Là, on te faut qu'elle. Parce que c'est beaucoup de combats dans une année pour une fille qui étudie aussi, qui est à l'école, qui a une vie, en dehors de la boxe. Là. Elle n'est pas dédiée 100% à la boxe. Elle ne peut pas être dédiée 100% à la boxe. Elle est en amour aussi. Ben, elle a une vie. Elle a une vie en dehors de la boxe. Il ne faut pas penser que c'est toutes des machines à l'Amanda Serrano qui sont célibataires, qui vivent chez sa sœur, qui n'ont pas de téléphone cellulaire puis qui s'entraînent tout le temps. Là. On dirait que tu viens de me décrire moins d'entraînement, genre célibataire, rien à faire d'autre que la boxe. Mais je vais te parler de Layla aussi. Une fois, il n'y a pas longtemps, peut-être un mois et demi, j'ai vu Layla dans un show amateur de boxe olympique à Saint-Nicolas. OK? Puis Layla, là, j'étais là, elle était assise première rangée, elle a surveillé chaque combat attentivement. Elle en mange de la boxe. Puis tu sais, la manière la boxe, c'était matchmaking, c'était des boxeurs, mettons, de 0-0 contre 1-0. Tu sais, tu n'allais pas là voir des champions canadiens, puis elle est vraiment passionnée par la boxe. Et moi, je suis passionné par Marie Spencer. Par exemple, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. OK? Je ne vais pas rembarquer dans les mêmes affaires qu'avant. Lozano, ça m'a surpris de voir le matchmaker écrire, parce que moi, je chialais que les combats n'étaient pas équilibrés pour amener ESPN la première fois. Je dis, vous auriez dû en donner plus. Puis il me dit, ben, elle a fait ses rondes avec Dika. Mais on savait ce qui allait arriver. C'est arrivé. Ouais. Très bon combat pour les ceintures qu'elle met dans ses poches, les classements qu'elle va obtenir. Et avant de te laisser parler, je veux juste que tu me dises, c'est quoi la date aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on est le 17 septembre. Ça fait 9 mois que Marie-Ève Dicker est championne du monde. Que fera la IBF? J'ai téléphoné cette semaine les gens d'Eye of the Tiger, puis là, je leur ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Ça va faire 9 mois. Ils ont dit, Laurent, les courriels sont déjà partis. Mais moi, je vais te dire, parce que toi, je sais que tu connais tous les scoops, mais tu n'es pas à l'aise de tout dévoiler. Moi, je vais le dévoiler. Je sors le scoop. Laisse-moi m'en occuper. Moi, je peux vivre avec la chaleur. Selon les sources, ben, tu as les mêmes, mais moi, je vais le dire. Marie-Ève Dicker se serait réglée contre Natasha Jonas quelque part en décembre. Je vais même dire que sa bourse serait de 150 000 $. Donc, on aurait un combat de triple unification. L'entente est faite. C'est envoyer le courriel à la IBF pour s'assurer qu'ils ne nous lancent pas un appel d'offres juste pour que ça paraisse mal. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, mais tu sais, Spencer, je veux dire, je ne sais pas ce que tu as à rajouter, mais ça a duré. Ça aurait pu durer 45 secondes. Hein? Le coach a essayé d'arrêter le combat un peu avant. Je t'écoute sur Spencer, vas-y, tu as 45 secondes, le même temps que le combat. Non, mais avant de ça, je vais revenir sur ton scoop. Pas vrai scoop, come on! Les rumeurs courent depuis le début. Tu sais, on s'entend là que. Nulle part, ouais. Non, mais il y a des rumeurs qui courent. Il y a plusieurs personnes qui me sont arrivées avec ça, comme quoi qu'il y avait un deal avec John S. Moi, j'en parle pas parce que, bon, je suis plus dans l'entrevue d'habitude, mais vous autres, enjoy la vie d'en parler, mais c'est tout à fait plausible. C'est ça que je veux dire aussi. Parce qu'il faut comprendre que Bergu a affronté John S. On va en parler un peu plus tard. John S. a ramassé la ceinture de Bergu qui, elle, était engagée dans un espèce de tournoi à 3 avec Dicker. C'est possible, fort possible qu'il y avait des clauses contractuelles qui amèneraient John S. à devoir prioriser Marie-Ève Dicker sur, mettons, une Terry Harper ou une Rankin. Je dis ça comme ça. Jonas se battait à 130 livres il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc, on peut penser qu'elle n'a pas d'immense coupe de poids à faire. Fait qu'au lendemain d'une victoire contre Bergul, si elle n'a pas de blessure et qu'elle est top shape, elle a aussi, je pense qu'elle a 36 ans. Ouais. Donc, elle ne va pas attendre 1 an. Fait que si elle est capable, elle va monnayer et elle va
faire le gros combat tout de suite. On en reparlera un petit peu plus tantôt. Pour Spencer, je ne parlerai pas du combat parce qu'on a tous vu ce qu'on a vu. On s'attendait à un tel résultat. Moi, j'avais dit à tout le monde un round. Il y a des gens qui me disaient, ben non, ça va être 2 rounds. J'ai dit non, un round. Et j'avais raison. J'avais raison. Puis, sincèrement, c'est ça, ça aurait pu. C'était virulent. Chaque coup était virulent. Par contre, ce que j'aimerais parler, c'est du matchmaking. Il y a toute une histoire autour de ce matchmaking-là. Ça a été très compliqué de matcher Mary parce qu'il y a eu toutes sortes de péripéties. En vérité, elle ne devait pas affronter Cynthia Lozano. À l'origine, moi, ce que j'ai su, c'est que c'était Maricela Cornejo qui avait été pressentie comme premier choix et ça ne s'est pas fait pour des raisons que je nommerai pas ici, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons hors du contrôle. Bon, des raisons hors du contrôle de Mary. Mary n'a pas de contrôle là-dessus pour faire venir un adversaire qui ne peut pas venir au Canada. OK? Ouais. Première chose. Deuxième chose, ensuite, Femke Hermans, à qui j'ai parlé aussi, qui m'a confirmé plein d'affaires. Femke Hermans voulait affronter Mary, était prête à signer le contrat pour affronter Mary. C'est une excellente adversaire, intéressante, qui aurait pu faire quelques rounds, qui a déjà affronté plein de monde. Donc, Clarissa Shields, donc Savannah Marshall, c'est une Belge. Qui redescend à 154 livres, qui a été un petit bout à 160, qui a besoin de visibilité. Et Femke s'est blessée. Ça n'a pas pu se faire. Jusqu'à la dernière minute, elle a essayé de pouvoir venir, mais le docteur n'a pas donné l'autorisation. Donc, Femke m'a dit clairement, j'aimerais avoir Mary Spencer plus tard cette année, si possible. Je veux vraiment l'affronter. Donc, ça, c'est parqué d'un côté. Ça ne veut pas dire que ce combat-là n'arrivera pas, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va arriver parce que Spencer peut avoir plein d'autres offres. Hein? Ça peut mais j'ai noté 2 choses aussi que je voulais dire sur Spencer. La première, c'est une petite anecdote. Albert Padullo, l'arbitre, a dit qu'il n'avait jamais vu des coups de poing rentrer aussi fort. Puis il a dit, je parle même pas de boxe femme ou masculin. Là. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui frappe aussi fort. Et ce que j'entends, mais ce qu'on entend, c'est parce que j'ai écouté la radio. Les 2 gars-là, je les ai écoutés à la radio. Roger Lavergne, le promoteur à Shawinigan, celui qui est un peu derrière les cataractes, lui, il a dit à Camille et Stéphane, dès le début, là, il y a 4 ou 5 ans, quand vous venez à Shawi, je veux que ce soit prestigieux. Sinon, juste venir plus tard. Tu sais. Et là, ce qu'on lit quand je fouille sur les internets, c'est qu'on essaie de convaincre Anna Rankin de venir avec le titre WBA, mais sinon, c'est certain que Mary Spencer est là parce que Top Rank, ils vont la pousser pour que Top Rank la voie tout le temps. Fait que si Femke Hermans, qui est très crédible, est vraiment comme intéressé, attendez-vous à ce qu'à Shawinigan, il arrive avec Mbili, il arrive avec Simon Kane, il arrive avec Mary Spencer, puis qu'on ait votre cadeau de Noël 8 jours à l'avance avec un combat important pour Spencer. Puis elle est en train de s'installer comme incontournable. Tu sais, je veux dire, elle a juste à attendre. Où ils veulent faire l'unification, allez-y, mais moi, je vais t'en faire une prédiction. Là. Eye of the Tiger, on entend Billy Makhmoudov. Le prochain champion du monde, c'est la prochaine championne du monde. Ça va être Marie. Elle va devenir une incontournable. Elle va devenir l'obligatoire de toutes les championnes ou de la championne qui va avoir unifié. Alors, à un moment donné, ça va être incontournable. Puis, en plus, avec Top Rank qui est en arrière d'Eye of the Tiger maintenant, peut-être que Top Rank va vouloir contribuer à amener une adversaire de qualité à Mary Spencer, la mettre sur un gros show parce qu'elle va être très vendeuse. Je te fais un rajout. Elle va même être incontournable pour l'élite, là, tu sais, comme Shields Marshall, à un moment donné, il va avoir une gagnante, ça va prendre quelqu'un d'autre, ils vont trouver un catchweight peut-être à 157, mais elle va être sur les gros stages, elle va avoir les gros combats, puis que, tu sais, Dicker n'est pas le salut de Mary Spencer, ça pourrait être Savannah Marshall qui, exemple, perd une décision serrée, puis prend un autre chemin, ou Clarissa Shields qui décide de ne pas aller en MMA puis qui veut continuer sa carrière, ça pourrait être Spencer. Ils se connaissent déjà les deux. Il y a plein d'options. Marie peut se battre à 147 comme à 160. Elle peut faire 3 catégories de poids capable. Donc, du choix, il y en a. De l'accessibilité, il y en a. Puis des chemins, il y en a. Pour le voilà, je suis content de t'entendre là-dessus. Sujet que je suis moins content de parler. Moi... Tu parles de celui-ci? Oui, mais tu sais, j'ai envie de...
au lieu là, d'aller dans les clichés puis de tomber dans la négativité, moi, y aller dans le positif, OK? Oui. Martine Vallière-Bisson, moi, elle m'a impressionné parce que quand elle est revenue de sa défaite en Pologne, dans ma tête, OK, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, bah, elle va juste comme prendre sa retraite, retourner à son métier, faire de l'entraînement privé, puis gagner sa vie comme il faut. Hey, elle est revenue, là, elle est enragée, elle avait le feu dans les yeux, elle s'entraîne, moi, je le vois, là, la diète de Spartiate, OK? C'est quelqu'un, juste pour ça, là, je l'ai trouvé motivante. Juste pour ça, moi, je suis devenu un meilleur être humain à la côtoyer en me disant un peu de discipline, un peu de. Tu sais, tu as le goût d'être en forme. Moi, j'avais le goût, là, tu pesais 273 livres, j'avais le goût de me remettre en forme, d'aller au gym. Mais il y a une couple de séances de gym que c'est sa motivation à elle qui m'ont motivé en me disant, mais un peu de discipline. Là. Puis là, je la vois, les sacrifices, juste pour ça, c'est grandiose. Maintenant, contre Emma Gongora, alors c'est ça la boxe. Martine, c'est une boxeuse indépendante qui ne se protège pas sa fiche. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle était en Pologne avec le voyage et tout ça. Emma Gongora, on le savait qu'elle était dangereuse. On le savait qu'elle était championne de kickboxing. Maintenant, sur BoxRec, tu as juste à cliquer la ligne à côté. Elle était sur une série de victoires. Elle est beaucoup plus pesante. Elle a plus de carrure. On le savait que ça pouvait arriver. Là, maintenant, ben Martine, elle a montré beaucoup de courage. C'était un bon combat pour la télévision. Oui. Camille Stéphane, après, avait l'air à dire que si elle voulait continuer, il allait lui donner l'opportunité de la remettre sur une carte. Fait que maintenant, ça y appartient, mais c'est sûr qu'on la connaît là, avec son intensité. Aujourd'hui, ça ne sera pas la plus belle journée de sa vie. Non, c'était pas un combat facile. Ce matin, quand elle s'est réveillée, c'est sûr qu'elle devait le sentir dans son corps, dans sa tête aussi, mais dans son corps. C'était un combat sur papier que beaucoup qualifiaient de 50-50 aussi, hein? À l'instar de Leila et Zamora. Pour Martine aussi, c'était un match-up qui était risqué. Elle a accepté un match-up risqué. Mais étrangement, Martine était quasiment le côté B de l'équation parce que le gala avait lieu en France. Le gala était beaucoup poussé pour la France hier. Puis c'est Gongora qui arrivait avec des titres, puis qui était quasiment la favorite, là, même si le gala avait lieu au Québec. Puis le petit ring l'a aidé beaucoup, elle est plus pesante, elle frappe fort. Moi, j'ai parlé aux deux filles avant. J'ai fait une entrevue de pré-combat avec chacune d'environ 15 minutes. Les deux filles étaient très confiantes. Gongora, c'était sa première fois à l'extérieur de France pour la boxe pro. Elle s'en venait vivre l'aventure. Puis elle avait vraiment confiance d'être prête. Martine aussi. Martine avait considérer la Pologne comme une expérience de vie qui pouvait lui servir à grandir comme boxeuse. C'est un peu les propos qui m'étaient rapportés avant le combat. Maintenant, le combat en tant que tel, comment ça s'est passé? Ben, c'était un combat excitant pour la télé, comme tu as dit. C'est pas un mauvais combat de Martine, c'était un combat excitant. C'est sûr qu'il y a un gagnant et un perdant ici. Là. Puis celle qui a réussi à capitaliser, ben, c'est Emma Gongora qui a été plus incisive, qui était plus sur Martine, qui coupait l'herbe en dessous du pied de Martine. Il faut dire qu'il s'est passé plein de péripéties. Hein? Tout ce qu'on veut voir dans un combat ou qu'on ne veut pas voir est arrivé. On a eu un knockdown d'Emma Gongora. Emma Gongora a mis Martine au tapis au deuxième round. Après ça, elle a perdu 2 points, Gongora, 2 rounds différents pour des coups derrière la tête. De l'accrochage intense avec des coups derrière la tête. On a vu Martine se faire casser le nez au 3e. Il faut que je te le dise, là, tu sais, quand la fille, là, c'est ta meilleure amie, mais tu es quasiment en amour avec, là, tu sais, c'est juste parce qu'elle voulait pas. Moi, elle voulait pas me marier, sinon je l'aurais déjà faite, là, tu sais. Je me contente d'être son meilleur ami parce qu'elle veut pas me marier. Mais hey, c'est pas facile, là, quand t'aimes d'amour et que tu vois quelqu'un se faire casser le nez et tomber. Je connais les sacrifices, là, tu sais. En plus, je l'écoutais parce que j'étais obligé de travailler hier, là, on est débordé au travail, puis je l'écoutais dans mon baladeur, puis hey, j'avais le kakeba en vidant ma machine. Là. J'étais comme, mon Dieu, que je suis triste pour les sacrifices. C'est son rêve. Puis là, ça ne marchait pas pantoute. Là, quand j'ai entendu qu'elle tombait, là, je me rappelle, là, j'étais devant ma petite route de facteur. J'étais découragé. C'est beaucoup plus comme... c'est beaucoup plus j'ai de la peine pour... parce que je sais des sacrifices, je sais, tu sais, je m'en allais dire, on ne peut pas tout. Mais tu sais, même financièrement, là, elle a mis, tu sais, elle met sa carrière
sur pause. C'est pas, je vais vous le dire, pas millionnaire. Là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices de temps, d'argent, d'opportunités. Puis là, il arrive ce résultat-là. C'est très cruel, la boxe. Puis en même temps, mais il y a un gagnant et un perdant. C'est ça le concept. T'sais. Moi, ce que j'ai aimé hier, c'est de voir 2 filles passionnées par le sport, qui étaient là pour les bonnes raisons. OK? Martine, elle n'a aucune honte à avoir perdu contre Gongora. Il n'y a pas de honte à avoir parce que c'est un match-up. Les boxeuses, la plupart, veulent affronter les meilleurs ou les meilleurs pour elles. Si tu ne veux pas avoir un chemin facile dans la vie, quand c'est trop facile, ça te revient. Ça te revient dessus à un moment donné. Puis ça, c'est un chemin qui n'est pas facile puis qui est courageux. C'est courageux d'accepter Lindsay Garbutt. C'est courageux d'accepter Laura Grisbe. C'est courageux d'accepter Emma Gongora. Moi, je trouve que ça montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes qu'on aime de Martine. Maintenant, le risque vient avec le courage aussi. Hein. On n'est pas courageux juste pour être courageux, il y a un risque avec. L'issue n'a pas été comme Martine voulait. L'issue est allée du côté de Gongora. Et on va le dire, Gongora, c'est une bonne boxeuse. Gongora est arrivée ici avec un background de championne du monde de kickboxing. Elle fait du sport depuis qu'elle a 7 ans. Elle a fait du 100 mètres haies. Elle a fait du kickboxing, du muay thai, de la boxe. Elle est en forme. Moi, je l'haïs, Gongora. Mais c'est ça, mais je veux juste prendre un morceau de ce que tu as dit pour dire que comme Martine, moi, c'est comme ça que je vais me rappeler de sa carrière de boxe puis tout. Elle a fait les choses avec énormément de courage. Elle n'a pas protégé sa fiche. On est dans un monde de boxe où tout est calculé, où on piège des adversaires à la dernière minute pour venir ici, pour favoriser nos boxeuses. Elle, ce combat-là, il est signé depuis longtemps. Tout le monde a eu un camp d'entraînement complet. C'est elle qui est allée un peu à la dernière minute en Pologne. Je ne pense pas que c'était un long camp d'entraînement. Donc, elle fait les choses comme à l'époque. C'est une vraie guerrière. Elle refuse personne. Je suis sûr que dans 48 heures, tu y envoies un contrat, puis elle a déjà la main qui shake avec le crayon Bic. C'est une guerrière, puis c'est comme ça que je vais m'en rappeler. Puis on l'aime comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Puis c'est une boxeuse qui a plein de talent aussi. C'est juste que c'est un combat. C'était un combat. C'est un combat. Il y a un côté qui a dominé l'autre. C'est comme ça que ça arrive. C'est une fille qui boxait plus pesant, qui était sur une série de victoires. Martine revient d'une défaite en Pologne. C'est un matchmaking. Quand tu es une boxeuse indépendante, c'est ce genre de matchmaking-là qui vient. Si Martine avait été signée, par exemple, groupe Yvon Michel, puis elle revenait d'une défaite, elle n'aurait pas eu du tout ce genre d'adversaire-là. Ça fait partie de la game quand tu es une boxeuse indépendante, puis c'est comme ça. Mais en boxe féminine, puis là, je vais te dire, je suis comme tiraillé dans mes émotions parce que j'aimerais que, tu sais, en boxe féminine, il y a, exemple, la fille, la semaine passée, avait 9 victoires, 8 défaites. Elle a été très crédible contre les Gongora, elle avait 2 défaites aussi, puis elle est sur une série de victoires. Tu sais, j'ai quasiment envie Martine, ça a envie de se remonter les manches puis de repartir. Et je suis d'accord aussi, mais en même temps, tu sais, les coups, mais ça, c'est illégal, mais les coups derrière la tête, on a vu que ça peut laisser des séquelles, genre le nez cassé. J'ai quasiment le goût que. Tu sais, j'ai pas aimé ça, voir ça. Fait que là, on est comme mélangé entre le rêve puis on n'aime pas voir quelqu'un qu'on aime bien se faire mal. Là. Fait que là, je suis tout mêlé dans les émotions. On n'aime pas ça. C'est à elle de voir comment elle se sent face à ça, face à l'évolution de sa carrière, face à son corps et face à son mental. Moi, c'est ça. J'ai pas de conseil à lui donner, sauf de s'écouter vraiment. C'est le seul conseil que je vais lui donner. Puis hier, j'écoutais Matt Casavant sur Punching Grace qui disait elle est encore capable de faire 2, 3, 4 bons combats. Il disait quelque chose comme ça. C'est pas parce que tu perds contre Emma Gongora puis que tu as perdu contre Laura Grisbe que tu n'es pas capable de donner un bon show sur une carte puis de gagner encore. Mais peut-être, je vais donner un exemple, peut-être. Et là, je pense pas qu'elle va aimer mon prochain commentaire, mais je vais vivre avec. Peut-être de la protéger un peu d'elle-même. Elle est très courageuse. Peut-être, exemple, le gérant reçoit un combat, mettons, je ne sais pas, 1er novembre prochain contre une fille invaincue.
peut-être de juste pas lui dire, puis dire, genre, regarde, nous, on prend notre temps, on est sur pause. Peut-être la protéger d'elle-même, peut-être un matchmaking, sans dire plus douillet, mais peut-être plus logique. Une fille qui ne vient pas d'une catégorie d'en haut. Elle n'aimera pas ton commentaire. Non, je le sais, mais peut-être faire le matchmaking autrement ou peut-être prendre du temps, sauter sur tous les combats. C'est après ce qui est arrivé hier. Ben là, il faut laisser le corps guérir. Pas juste le mental, le corps. Le corps a besoin de guérir. Ouais. Martine, c'est une machine. Genre, à chaque fois qu'elle fait un combat, elle me dit j'aimerais, elle regarde le calendrier, puis elle va me dire j'aimerais ça être à Shawinigan. J'avais tout le temps se battre, elle. On change de sujet. Je pense qu'on va laisser Martine se reposer, puis elle nous reviendra avec son plan de carrière après. Mais quand même, chapeau Martine, ça prend du courage, puis c'était pas un mauvais combat du tout. Moi, c'est mon sujet préféré. Kim, mon sujet préféré, c'est Martine. Kim Clavel m'a pris par surprise. Ok, je venais de faire un post sur Boxing Town où je disais qu'elle allait affronter l'aspirante numéro 4. Puis je n'étais même pas dans les bonnes catégories de poids. J'ai juste regardé le classement. Puis ça va être elle. Je t'ai chiolé en plus. Non, mais parce que mon idée, c'était pas de trouver l'adversaire, c'était juste de dire l'espace-temps, ce sera décembre, puis je vois la place belle parce qu'on va vouloir sortir du casino pour montrer. T'avais raison. La place belle, t'avais raison. Mais là, tu sais, des fois, on entend des choses, ça me fait rire. Tu sais, des fois, on se fait pisser les oreilles, comme on dit dans le monde du journalisme, puis on dit Stéphane Larouche, tu sais, puis Stéphane, si tu m'écoutes, le monde dit ça, tu sais. Stéphane Larouche, il va la protéger, il va faire comme avec Bouté, il peut avoir 9 défenses optionnelles de suite, puis il n'ira pas à la télévision pour affronter des filles du Venezuela. Puis là, moi, je crois ça, tu sais. Je dis, c'est vrai, il est le même, tu sais. Puis là, boum. Numéro 1, BoxRec, merci, bonsoir. 5 semaines après avoir gagné son titre. Je suis encore abasourdi. Mais c'est parce que Kim, moi, je me doutais que Kim n'allait pas niaiser avec la pote, comme on dit en bon québécois, mais c'est pas elle qui a le contrôle. C'est son promoteur, son équipe, son agent. Mais ça, tu peux quand même mettre ton point à terre, là, si tu as du caractère. Oui, je sais bien. Puis Kim, tu sais, elle a toujours dit, j'ai un plan, puis je veux que ça aille quand même assez vite. Tu sais, c'est comme ça. Je me doutais qu'elle voulait peut-être. Puis on entendait tout le temps la phrase elle va faire une défense optionnelle, après, elle va aller faire sa revanche contre Yesenia Gomez au début de l'année prochaine. C'était ça le plan. Mais là, la défense optionnelle devient un combat d'unification. Puis pas contre n'importe qui, contre Jessica Neri Plata, qui est considérée la meilleure de la catégorie présentement. Est au top de la catégorie parce qu'elle revient d'une grosse victoire contre la reine Toutibop. Des gens partant, mais aussi, si tu regardes son background, pas Yesenia, mais Jessica Neri Plata, elle a déjà affronté beaucoup de bonnes boxeuses. Elle n'a pas toujours gagné parce que c'est quelqu'un aussi qui a appris sur le tas. Mais tu sais, quand je regarde sa fiche, là, on voit, mettons, des filles comme, je vais dire, il y a Toutibop, mais un petit peu plus tard, il y a Yacette Noriega. C'est des bonnes boxeuses. Puis encore plus bas là, que ça, je vois qu'elle a une défaite contre la Joya Moreno, qui était l'ancienne championne WBC, celle que Yesenia Gomez a battue pour avoir la ceinture WBC Moreno. Alors, l'expérience contre des filles tough, elle en a en masse. Là. Alors, puis elle est beaucoup plus qualifiée techniquement que Yesenia Gomez. Elle est en tout point meilleure que Yesenia Gomez. Vous allez trouver des similitudes dans le choix de style, mais pas dans la technique. C'est ça, la technique, c'est une très bonne technicienne qui a de la puissance dans le bras aussi. Elle a tout un crochet, elle a tout qu'un direct. J'ai écouté ses combats, puis j'ai été impressionné par sa main avant. Elle lance, des fois, elle va lancer son jab, puis des fois, elle va comme te piéger, puis elle va lancer son crochet de la main avant, puis elle aime le descendre au corps. Elle a des outils, puis elle est en tout point meilleure que Gomez, mais je la crois prenable pour Kim, mais on referme le gap, tu sais, puis... ça va être un bon combat. On va voir si on a 3 juges internationaux,
Ça va être quelque chose. Ça va être un très bon combat. C'est la date, moi, je pense, 1er décembre. Là, les billets en vente bientôt, le 23, si je ne me trompe pas, septembre. Il faut réserver votre billet pour ça. Le combat va être spectaculaire. Ça, c'est une garantie. Ça, c'est une garantie. Il n'y a pas moyen d'échapper à un combat spectaculaire à cause du style des deux boxeuses, de leur fougue puis de leur désir d'unifier. Parce que ça prend du guts pour Neri Plata aussi. Les deux filles viennent de gagner cette année leur ceinture. Hein? C'est les deux filles, c'est récent, là. Tuti Bop, elle n'a même pas eu de défense, je pense, Neri Plata, depuis qu'elle a gagné contre Tuti Bop. Puis tout de suite, elle s'en va en unification. Donc, leur premier combat, les deux, c'est une unification. Moi, je trouve que ça montre la force de caractère des deux côtés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas ça. Il y en a beaucoup qui ne font pas ça. Et je crois en les chances de Kim, mais ça va prendre un camp d'entraînement spécifique, ça va prendre des partenaires de sparring adéquats, ça va prendre plein de choses. C'est sûr que le combat contre Yesenia va avoir été une très belle pratique quand même. Il faut le dire, là, c'est une belle pratique pour Neri Plata. Mais là, j'aimerais ça faire un message d'intérêt public pour Yvon Michel. Le 1er décembre prochain, là, Yvon va annuler sa carte du 6 octobre. Ouais. La dernière fois, il a essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Yvon bat le record et met 3 combats féminins et pourquoi pas 4 sur la carte du 1er décembre. Marie-Pierre, Kim Clavel, Marie-Pierre Roule, Caroline Vert et pourquoi pas donner une autre chance à Sarah Couillard de revenir peut-être en ouverture de soirée. Et moi, je vais te dire, Yvon, tu veux vendre des billets, là, tu veux un buzz médiatique, 4 combats féminins, les journalistes vont accrocher là-dessus. Beaucoup de journalistes féminines vont reprendre ça. Et c'est la façon de créer le buzz. Mets-nous des combats féminins sur la carte. Comme ça, la rousse va se déplacer aussi. Moi, j'ai déjà acheté ma robe. Ouais. Ta robe pour la soirée? J'ai un projet robe verte, là. C'est comme ça que j'appelle. Parce que là, je l'ai acheté, il faut que je rentre dedans à cette heure. Projet robe verte. Un autre détail, mais il me semble que je veux pas. Vert et roux, c'est vraiment un beau mélange. Là. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Magnifique. Et on en reparlera de ce combat-là. On a en masse de temps d'en parler. Nos prédictions une autre fois. Prochain sujet très intéressant. Hein? Amanda Serrano contre Sarah Mahfoud. Les deux, c'est une façon de faire. Au lieu d'aller sur une revanche immédiate, les deux prennent un combat. Peut-être pensent des blessures et reviendront. C'est clair que Serrano-Taylor, c'est pas terminé. Ils vont aller en. Même moi, je te lance tout de suite, ça va être une trilogie. Mais parle-nous de Sarah Mahfoud. Est-ce qu'elle a les habilités pour venir briser le mélange à gâteau contre Serrano-Taylor? Non, c'est réglé. C'était très compliqué. Moi, ça fait, je pense, depuis qu'on a créé 120 secondes, que je gosse avec Sarah Mahfoud, l'inactivité de Sarah Mahfoud, qui était championne IBF, qui ça faisait 2 ans qu'elle ne s'était pas battue à cause supposément de la pandémie, mais toutes les autres du battaient. Elle a eu un seul combat depuis 2019. C'était il n'y a pas si longtemps contre Nina Meinke, l'Allemande, une très bonne boxeuse. Mais ça a été difficile. Elle est allée chercher une victoire, mais très, très, très serrée. Meinke lui a causé du trouble. Puis Meinke, c'est pas Amanda Serrano. Moi, je m'attends à ce que Amanda Serrano passe comme un train par-dessus Sarah Mahfoud, championne IBF, pour unifier ces 3 ceintures. On sait que Amanda Serrano a déjà 2 titres. Elle va se ramasser avec 3 titres. Il va juste rester Erika Cruz après à aller chercher. Amanda, pourquoi ça niaise, puis ça peut niaiser un peu Cathy Taylor, c'est qu'Amanda Serrano est sur un road to undisputed. Elle avait commencé avant d'affronter Taylor, puis là, elle est sur le point de pouvoir capitaliser parce qu'avec 3 titres, il va juste rester à convaincre Erika Cruz. Je crois que l'argent de Jake Paul va faire le travail, même si ça fait très longtemps qu'il essaye d'avoir Erika Cruz, puis Erika Cruz a l'air partie pour, comme on dit en anglais, to nurse the title, to nurse the belt. Elle veut s'occuper, elle veut garder sa ceinture puis la protéger. À un moment donné, ça va commencer à mal paraître. On va en parler juste après, là, parce qu'on parle d'Erika Cruz. Est-ce qu'on parle de Marie-Ève Dicker après? On va parler de. Regarde, on va parler de Yelena puis Erika parce que c'est tout de suite après Natasha Jonas. Oui, je n'ai pas été capable de me retenir tout un podcast. J'ai fait une joke plate.
Mais d'ailleurs, Erika Cruz, là, Ouais, on va parler d'Erika Cruz, tiens. ben, pour vrai, j'ai écouté ce combat-là parce qu'on connaît bien Jelena. Puis finalement, cette carte-là avait l'air poche. C'était une maudite bonne Finalement, c'est carte. une super bonne carte. Ouais, moi aussi, j'ai capoté. Il y avait un combat entre. Il y avait un Nonchinga, là. Africain de 4 pieds 11, il a donné le combat de l'année. Genre, c'était fou. C'était vraiment Mais, une bonne carte. Puis moi, j'étais fière. C'était Hermosillo, dans le patelin ou dans le secteur où j'ai vécu au Mexique pendant très un jour, longtemps. là, un Mm. jour, je me suis levé, moi, puis j'avais 40 ans. Tu sais, mal dans les os un peu. Jelena avait aucune réponse. Même, j'ai pas trouvé ça chic. Tu sais, à un moment donné, là, Non, elle elle faisait de accrochait comme l'antibox. une pince, tu sais, elle accrochait, elle avançait comme ça, elle lançait même pas de coups, juste comme pour se barrer. Elle avait aucune réponse. J'ai trouvé que Cruz était bonne. Là. C'est Puis là, solide, Cruz. sa courbe de progression n'a jamais arrêté. Tu sais. Des fois, on fait pas attention, puis on regarde une boxeuse mexicaine à 23 ans en 2016, puis on fait comme, bah, pas terrible, puis on l'oublie. Là, je l'ai vu, j'ai fait comme, wow, OK, solide. Très bonne boxeuse, Erika Cruz. Très bonne. Jelena, qu'est-ce qui se passe, Jelena? Il va falloir un jour au Panthéon du Canada, mais il faut que ça arrête. Là. C'était un rematch, il faut se rappeler, c'est une revanche. Rappelons-nous le premier combat, Jelena Emerjenovic était pas endeuillée, mais presque, parce que son entraîneur était en soins intensifs en fin de vie. Et elle s'est présentée au combat. Lui était dans le coma. C'était très difficile pour elle. Elle n'était pas l'ombre d'elle-même contre Erika Cruz. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une opportunité de revanche. Cette opportunité-là est arrivée. Erika Cruz, entre-temps, a défendu son titre contre Melissa Esquivel. Un combat qui était plus ou moins satisfaisant, j'avais trouvé. Je n'avais pas trouvé Erika Cruz à son meilleur, donc je m'attendais à un combat plus serré pour le rematch entre Jelena et Erika. Je me suis dit, elle n'a pas si bien fait contre Esquivel, même si elle a gagné. Là, Jelena a un nouveau coach avec Sugar Hill. C'est une équipe quand même... Ça m'a impressionné de voir qu'elle était avec Sugar Hill, mais le résultat m'a pas impressionné. Ça n'a rien changé au résultat. J'ai l'impression que Jelena a de la misère à suivre. C'est ça qui arrive. Puis pour contrer ça, elle fait de l'accrochage. Elle fait des coups en bas de la ceinture. Elle fait de l'antibox. C'est pas la meilleure solution. Quand tu es rendu à faire de l'antibox pour pouvoir suivre, il faut que tu prennes ta retraite. Ça donne pas beaucoup de 10 et quart des juges. Ça. Non, puis elle s'est fait dominer, là, on va le dire. Il n'y a pas un round qu'elle a gagné, à mon avis, là-dedans. Puis c'était pénible même. Elle était beaucoup trop lente pour Erika. Elle laissait même la grosse main de Jelena Emerjenovic qu'on a tant connue. Il ne faut pas oublier que Jelena, pour le Canada, c'est important. Hein. C'est une grande boxeuse canadienne. C'est une fille qui a eu des tonnes de ceintures, qui a fait des tonnes de défense, qui a été au top. Il ne faut pas dénigrer qui elle est, mais je pense que là, on a vu le moins bon de Jelena. Puis ça, c'est parce que le timing, peut-être qu'elle voulait se dire, regarde, je vais me donner une dernière chance de briller. Ça n'a pas marché. Fait que je m'attends à ce qu'elle ne se rebatte plus ou peut-être qu'elle va faire un dernier combat plus facile pour pouvoir tirer sa révérence sur une victoire. Mais je m'attends que ce soit pas mal la fin, mettons d'ici la fin de l'année, là, au début de l'année prochaine, qu'on dise, Jelena, c'est le temps d'aller au temple de la renommée de la boxe féminine, c'est le temps de faire autre chose. Mais en tout cas, c'est pas un combat qui était agréable à regarder du point de vue d'une Canadienne. Là, tu l'as mieux exprimé que moi, tu sais, c'est que ça rend pas justice à la belle carrière qu'elle a eue de terminer comme ça. Tu sais, deviens pas Roy Jones, là. Tu sais, c'est plus ça mon idée. Là, Natacha Jonas, elle, là, j'ai commencé à m'intéresser à elle parce que je l'ai mis dans mes moteurs de recherche pour essayer d'avoir le scoop quand ça va être annoncé officiellement contre Dicker. Mais là, ça me fascine beaucoup, Jonas, tu sais, toute l'expérience qu'elle a en boxe olympique. Le fait qu'elle était à 130, puis du jour au lendemain, boum, elle monte à 154, puis elle gagne le titre. Mais j'ai vu que c'était aussi, elle écrit dans des blogs, elle a souvent des commentaires aussi, elle va même parler de soccer des fois. Elle commente sur Sky Sports, sur The Zone aussi. C'est quelqu'un qui est fascinant et ce qu'on entend, là, elle a fait vraiment un chef-d'œuvre aussi. Elle a bien boxé contre Bergul, un beau combat. Bergul qui était plus beaucoup trop lente, Bergul, on l'a vu. Elle était plus imposante physiquement, mais Jonas avait beaucoup trop de boxe pour elle, beaucoup trop d'outils. Et là, on entend
qu'elle pourrait affronter Dicker. Mais là, moi, j'ai ouvert tous les articles qui parlaient de Jonas depuis un mois. OK? Et ce que je suis capable de recouper, c'est qu'en décembre, elle a 2 adversaires potentiels. Oui. La gagnante de Rankin Harper, s'il n'y a pas de blessure, elle est capable de revenir en décembre, ou Marie-Ève Dicker. Tu sais, on entend que c'est deal. Ailleurs que ça. On entend que c'est deal done on entend que c'est deal done avec Dicker, sauf qu'il n'y a pas d'annonce. Puis il n'y a rien qui empêcherait l'annonce d'avoir lieu. Alors, moi, je me garde une petite gêne pareil. Pourquoi je dis toujours qu'il y a une entente de fait, blablabla, tout ça, ça serait fait. OK, j'achète ça. Sauf que on dirait qu'ils attendent de voir le résultat de Rankin Harper pour annoncer de quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent se garder une carte de plus. Il faut comprendre que si Rankin gagne, ben Marie-Ève pourrait être la meilleure adversaire pour Jonas à court terme, puis finir ça. Est-ce que Rankin, même si elle vit aux États-Unis, elle est irlandaise, je pense, ou elle est écossaise, puis elle partage son temps entre l'Écosse et les États-Unis. Est-ce que le buzz pourrait être plus gros de faire Angleterre-Écosse que non? Oui. Angleterre-Écosse pourrait être plus gros, mais le vrai buzz, ça serait de faire Harper contre Natasha Jonas. Pourquoi? Parce que ces 2 filles-là se sont affrontées à 130 livres quand Harper était championne et elles ont fait un combat nul. Alors, tout serait en place pour un rematch de feu. Il faut que je te fasse une parenthèse. Ça. Marie Spencer a parlé comme 40 minutes avec Anthony Marcotte puis Jeff Jeffrey, tu sais, puis après ça, ils ont comme résumé ses propos. Puis elle, une des raisons pourquoi Marie Spencer est aussi enragée, puis elle veut comme gagner le titre pour redonner de la notoriété, elle dit c'est rendu que c'est des filles de 130 livres qui dominent ma division de poids. Elle dit, elle que je remette ça. Elle dit, je veux rectifier le tir. Elle m'a dit la même affaire. Elle m'a dit, moi, je veux rectifier le tir. Et c'est comme si, je sais pas, moi, c'est comme si Lomachenko était champion des moyens, tu sais. Je dis, ben non, mais j'ai nommé un génie, là, mais comme si Mickey Garcia était champion des 168 livres, tu sais. Les 2 filles viennent de 130 livres. Et là, tu parles qu'ils pourraient s'affronter d'un combat d'unification. Oui, à 154. Puis imagines-tu comment ça serait vendeur, ces 2 British, 2 filles qui sont capables de remplir des arénas. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'annoncé avec Dicker encore. J'ai l'impression qu'il y a quand même une porte de sortie qui existe, puis ils attendent de voir. Si Rankin bat Harper, ce combat-là est moins intéressant. Il devient moins intéressant. J'ai pitché cette déclaration-là de Spencer, justement, sur Twitter, en général en anglais, en disant qu'elle voulait rectifier le tir. Et le coach Dana Rankin m'a répondu, il m'a dit 100% d'accord. J'ai un ami au travail qui connaît bien sa boxe, parce que chaque fois que j'y arrive avec quelque chose, comme hey, Dicker aurait, ou il me dit tout le temps, je le créerai dans le ring, puis il retourne de son bord, tu sais, parce que comme quoi on spécule beaucoup. Mais c'est un peu. Il faut comprendre que c'est compliqué quand même. Il y a quand même des choses compliquées sur lesquelles le clan Dicker n'a pas tout à fait le contrôle. Elle a le contrôle sur certaines choses, mais sur cette issue-là, elle n'a probablement pas le contrôle. Donc, on va en savoir 23, je pense que c'est fin septembre le combat, 23 septembre, Harper contre, au 26, je ne suis pas sûre, je te dis n'importe quoi. Fin septembre, on a Rankin Harper. Puis selon moi, à partir de là, on va en savoir plus. Ça va être beaucoup plus clair sur ce qui va suivre pour Jonas / peut-être Dicker. J'ai très hâte. Nous autres, ça nous intéresse toujours. Chantel Cameron va affronter Jessica McCaskill à 140 livres. Ça va ouvrir les opportunités à 147. Je t'écoute. Est-ce qu'on ce combat-là vaut quasiment une grande analyse? Est-ce qu'on fera ça la prochaine fois? Mais on va l'analyser quand le temps viendra parce que c'est pas tout de suite. Par contre, on va en parler parce que ça a été officiellement annoncé. J'en parle rapidement ici. Chantel Cameron était dans, on se rappelle? On récap. Chantel Cameron était dans un tournoi Road to Undisputed avec Mary McGee, Jessica Camara et Kelly Reese. Kelly Reese a remporté 3 ceintures face à Jessica Camara l'année passée à Manchester. Et Chantel Cameron contre Mary McGee. On s'attendait donc, dans le fond, que Kelly Reese affronte Chantel Cameron, mais Kelly Reese a plein d'enjeux. Kelly Reese a des problèmes de santé. Kelly Reese a aussi... Attends un peu, je vais enlever le sol, on ne voit pas la bouche. Bon. Et Kelly Reese,
C'est-tu elle aussi qui joue dans une télésérie? Oui, Là? avec Jodie Foster. Tu sais, dans le fond, Kelly Reese aussi est en fin de carrière. Elle a beaucoup d'usure et elle a décidé d'abandonner ses titres parce qu'elle ne peut pas les défendre. C'est pas par peur de Chantel Cameron. Elle a vraiment des enjeux physiques puis elle est en train d'évoluer vers une carrière. On voit que sa carrière de boxe, tranquillement mais sûrement, Ouais, va vers le bas, comme une fille de son âge. Tu sais? C'est un genre de district 31 américain. C'est ça, exact. Puis c'est très populaire. Alors ici, ils ont annoncé qu'au lieu de laisser certaines filles se battre pour les titres vacants, puis mettons peut-être prendre les 2 meilleures aspirantes, les faire se battre, puis ramener ça contre Cameron, ils ont décidé de mettre ces 3 titres-là en jeu et d'accepter le fait que Jessica McCaskill descende et de tout mettre en jeu en même temps. C'est correct, ça va être spectaculaire comme combat. J'étais déçue pour Jessica Camara beaucoup parce que Jessica Camara, je continue de croire qu'elle avait battu Kelly Reese et que ces titres-là étaient les siens. Donc, j'aurais bien aimé voir une Jessica Camara avoir une chance peut-être de se battre pour un ou les titres vacants contre une autre adversaire pour revenir dans le chemin du Road to Undisputed et avoir une chance contre Cameron après. On parle souvent on parle souvent de Lucas Bayer comme un grand vol, mais moi, je ne décrocherai pas Camara. Ce soir-là, s'est fait voler, mais je me J'étais rappelle. sur place, moi, je vais toujours m'en rappeler. Il n'y a personne dans l'aréna qui disait que Kelly Reese, même les fans de Kelly Reese disaient qu'elle avait perdu. Après 6 rondes, quand tu écoutais le feed, là, les animateurs disaient elle a besoin d'un KO pour l'emporter. Ouais. Elle l'a presque eu. Elle a presque eu son KO, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de knockdown, il n'y a rien eu, donc c'est un 19 pareil. Moi, je continue de moi, ça me fait de la peine pour Jessica Camara ici. Maintenant, Jessica Camara a l'air d'avoir tout qu'un plan de carrière. Elle se bat d'ailleurs ce soir au Delaware, mais on n'en parlera pas. Ça, c'est une chose. Yann Mikelop, s'il nous écoute, moi, il me fascine. Yann Mikelop a tellement de contacts pour garder ses boxeurs actifs. Il avait fait boxer Shaquille Finn 9 fois en 17 mois quand il l'a passé pro. Il était partout. Il était aux États-Unis. Yann est un peu bohémien, un peu. Moi, il me fait tellement rire. Il part en voyage aux États-Unis comme un backpacker, quasiment avec son boxeur. Tu sais, là, je le voyais s'en aller avec Camara au Delaware, puis il prenait des photos, mettons, à Times Square avec elle. Puis je sais pas quoi, à côté de quel lac sur la route. Il était parti aux funérailles de Mohamed Ali. Tu peux le voir partout dans le monde. Il y a tellement d'histoires. Mais tu sais, tout ça pour dire que pour McCaskill, je compte. Ici, là, ça ne veut pas dire que McCaskill va laisser des titres. Elle va laisser des titres si elle gagne. Lesquels? Elle va-tu laisser des titres à 147 livres ou les titres à 140? On a déjà vu ça, c'est la technique. Chad Dawson avait inventé cette technique-là. Il avait passé il était champion de 175, il était descendu à 168, débattu par André Ward, il est remonté. C'est ça, c'est à partir du moment que tu peux revenir. Là, ça fait parce juste que le titre WBO, tu ne peux pas le garder à 2 places en même temps, mais tu n'es pas obligé de le laisser avant le combat. Puis elle peut choisir un ou l'autre. Elle peut choisir un ou l'autre. Elle peut dire, parce que tu es undisputed à partir du moment où tu gagnes les titres, mais le lendemain, tu peux tout laisser. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de payer les sanctioning fees. Tu n'es pas obligé de les défendre. Tu peux juste continuer, puis tu es undisputed pour la postérité. Alors, à suivre, moi, je pense que McCaskill a des décisions à prendre après ce combat-là. On va voir si elle gagne. J'ai tendance, tout le monde dit Chantel Cameron, mais moi, je crois que McCaskill pourrait surprendre Chantel Cameron. On en reparlera, Laurent. On en reparlera. Parce que c'est pas toujours élégant, mais ça peut être très efficace, McCaskill. Tantôt, quand je conseillais à Yvon Michel de pacter sa carte de combat féminin, Yvon, j'ai un 5e combat pour toi. Victoire Pitot, qui est la boxeuse française, est à Montréal à l'essai avec Boxe Montréal. Un scoop de Marie-Ève Albert. On a vu des photos avec Daniel Bouchard. On a vu que, je pense que c'est son père qui a communiqué avec toi pour la promo. Ouais. Donc, écoute, je ne sais pas, moi, je ne la connais pas. Est-ce que le potentiel est là? Ouais. Pourquoi pas, ils vont la mettre sur la carte à l'essai puis voir si tu n'aurais pas les codes d'écoute en France. Victoire Pitot, c'est une fille qui est à l'aise chez les légers et les super légers, beaucoup plus chez les légers par contre. Elle sort d'une défaite contre une Mexicaine en WBC Silver. C'est une défaite qui était un combat, selon moi, un excellent combat. C'est vraiment l'expérience qui a fait que Victoire n'a pas gagné les derniers rounds.
Elle a juste 23 ans. C'est ça. C'est un joyau, Victoire Pitot, parce qu'elle a 23 ans. Donc, toutes ses faiblesses peuvent encore être corrigées. Il y a des filles qui commencent à la boxe à 18, 19, 20 ans. Elle est déjà 9-2, mais les deux, la défaite qu'elle a eue, c'était la dernière, c'était tout qu'un combat. Ce qui s'est passé, grosso modo, ce que son père m'a raconté, c'est qu'ils ont contacté probablement Samuel Descaries à l'origine. Samuel Descaries, lui, il n'avait pas de capacité pour prendre une boxeuse à l'essai. Mais il est débordé, si tu me parles au téléphone, je l'appelle sans arrêt. Ben, c'est ça, t'es tannant. Moi, je pense que, regarde, c'est ça. Puis, à la base, dans le fond, Sam a donné beaucoup d'informations au père de Victoire Pitot. Son choix s'est arrêté sur Daniel Bouchard. Alors, ils ont organisé un mois d'essai. C'est présentement, est arrivé le 5 septembre au Québec. Elle est en famille d'accueil présentement pour le mois. Et elle s'entraîne à Boxe Montréal avec Kim, avec Caroline, avec Sarah Kali, avec toutes ces très bonnes boxeuses. Et elle va prendre une décision, elle et Daniel, bien sûr, parce que c'est pas à sens unique. À la fin du mois, je sais qu'elle va retourner en France, puis une décision va être prise si elle déménage en permanence au Québec ou pas. Elle n'a pas de promoteur, mais elle est déjà classée top 10 BoxRec dans sa catégorie, juste à 23 ans. Imagine ce que tu peux faire avec un diamant si tu as des outils pour le polir. Mais ça imagine le contact avec la France, tu sais, mais l'Olympien Mathieu Bauderlier qui est venu faire son camp d'entraînement ici avec Larouche. Là, Caroline Vert aussi, qui est franco-canadienne. Plutôt, ce qui risque d'arriver, c'est que si tu me dis qu'elle a du potentiel puis qu'elle a du talent, c'est qu'au Québec, elle va quand même côtoyer. Il y a du monde assez solide dans ce gymnase-là. Pour son sparring puis pour son apprentissage, juste de côtoyer Kim, qui est championne du monde. Je l'ai présentée à la Jessica Camara parce que je l'ai croisée aussi au Casino de Montréal. Elle allait voir Mbili se battre. Et Jessica Camara était là avec Erika et avec un paquet de gens pour voir Mary Spencer. Hein, elles sont toutes au même gym de Yann. Je l'ai présentée parce qu'elles sont du même poids. Elles peuvent faire du sparring. On sait que le gym de Boxe Montréal, parfois, les filles vont faire du sparring avec les filles à Yann ou les boxeurs de Yann. Écoute, le potentiel est là. J'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. Au Québec, c'est en boxe féminine. Je veux dire, tu n'as pas besoin de téléphoner à l'étranger pour le sparring. Tu peux à peu près tout trouver ici. Tu as même Céleste Baillargeon, si tu as besoin de te faire agresser pendant ton 2 minutes avec une fille qui n'a jamais reculé. Si tu la voyais physiquement, c'est toute qu'une femme. Elle est grande. C'est une bonne pièce. Incroyable. Vite, 3 petits sujets, vite, très rapide. Le lien. Caroline Redmond avait une bonne adversaire. J'avais un peu comme sursauté quand je trouvais qu'on allait vite et elle a été surprise. Oui, bien, Caroline Redmond n'a pas fait le combat qu'il fallait qu'elle fasse contre une fille solide, Diana Tapia, qui descendait de poids pour l'affronter. Diana Tapia qui a un background intéressant. Moi, j'avais vu ces 2 combats contre Citlali Ortiz. Je savais que c'était une fille solide. Vite comme ça. Pour Caroline, c'est échappé, mais c'est dans une catégorie de poids, les 154 livres, où c'est facile de remonter. Je pense que ça va être un combat rempli d'apprentissage. Et Caroline a tout de suite mentionné après le combat que l'adversaire avait fait le nécessaire et que c'est elle qui avait failli au plan. Donc, le post-mortem, c'était clair que ce n'était pas sa meilleure journée au travail, mais Caroline est bien classée dans la catégorie. Ça devrait la retarder peut-être un petit peu, mais pas beaucoup pour remonter. Un rematch pourrait peut-être être intéressant, mais je ne crois pas que pour Diana Tapia, ce soit intéressant. À moins que le chèque soit bon. Peut-être pas à l'étape 1, mais peut-être dans plus tard. On finit par se croiser probablement. Pour Tapia, ça a été très payant. Elle a monté d'un classement après ça. Là, ça a été très, très, très intéressant. À chaque fois qu'il y a une nouvelle boxeuse au Canada qui passe pro, habituellement, je ne la connais pas. On a peut-être moins de promos, mais elle, j'ai googlé son nom, puis c'est intéressant. C'est une fille qui est très impliquée dans sa communauté. Elle enseigne, mais j'ai compris qu'elle enseignait comme l'autodéfense à des femmes qui ont connu la violence conjugale ou qui veulent simplement avoir des outils. Elle a l'air très impliquée dans sa communauté avec les femmes. Et là, elle leur enseigne vraiment l'autodéfense, elle leur enseigne la boxe. Et là, elle a décidé de passer pro. Melinda Watpool a gagné ses débuts professionnels.
Première boxeuse signée par United Promotion, boxeuse Oh, une je savais fille. pas vu qu'elle avait signé. Oui, ouais, chez United Promotion. Je ne sais pas si c'est un contrat à long terme ou qu'elle est à la pièce, mais en tout cas, pour United, ils ont de quoi, ça vaut la peine d'investir en Melinda Watpool parce que Melinda Watpool, ancienne championne canadienne, beaucoup d'expérience, très aimée de la communauté. Elle est dans une catégorie, les 168 livres, donc les super middleweight, où il y a énormément d'espace à prendre. Il n'y a pas beaucoup de boxeuses actives. On le sait, pour les poids plus lourds, c'est plus difficile. Cette catégorie-là a énormément besoin de profondeur. Tu sais, c'est Franchen Cruz-Dezurn qui est la top. Franchen Cruz-Dezurn. Donc, il y a de la place à prendre et je pense que Melinda Watpool pourrait monter très vite dans cette catégorie-là. Puis, d'ici 2 ans, être très bien positionnée. Tu sais que j'achale une boxeuse pour passer à 168 livres et faire le ménage. De qui je parle? Je sais pas, dis-moi ça. Vanessa Lepage Elle Joannet. veut pas faire de retour. Sa vie, son poids. C'est pas vrai, ça. Elle va finir par flancher. Elle, Vanessa, flanche, reviens, s'il te plaît. À 21 ans, Vanessa était en championnat du monde. Je pense qu'elle n'a même pas eu 25 ans encore aujourd'hui. Les combats, je te le dis, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Les 2 combats contre Annie Mazerol, c'était la folie. Moi, je lançais du popcorn tellement que c'était la bagarre. Un jour, on va la convaincre de revenir. Et là, dernier sujet. Je suis content que tu sois là parce qu'il faut que tu m'expliques ça, OK? Caro Rowe, notre collègue qui a des podcasts et qui ne parle jamais de boxe. Hein? Ses podcasts, elle parle de maternité, de vie de tous les jours. Ouais. Et là, cette fille-là est 17-0. Genre, je la connaissais même pas. J'ai mis Caro, puis c'est Cara, puis ça me gosse. Excuse-moi, je vais rectifier. Mais Caro Rowe, 17 victoires, 0 défaites. Elle boxait peut-être à une époque où on se préoccupait moins de la boxe féminine au Canada. Oui, mais c'est ça. Personne n'en a entendu parler, mais c'est une boxeuse qui était vraiment solide. Cara Rowe, une Ontarienne, ancienne coach de Mary Spencer, by the way. Cara Rowe, ce qui est arrivé dans sa carrière, pourquoi elle a arrêté de boxer pendant 11 ans, puis pourquoi elle revient présentement, il y a toute une histoire en arrière de ça. Vous l'avez peut-être vu à TSN, hein, by the way, elle commente les Olympiques à TSN et tout. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est quand même, elle est restée dans le milieu de la boxe, elle continue d'entraîner et tout, mais comme boxeuse pro, elle a arrêté sa carrière de façon drastique, même si ça allait super bien pour elle, puis elle était vraiment talentueuse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un petit bébé, puis son conjoint est décédé de façon inopinée à la dernière, imprévue. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de mettre en veilleuse sa carrière de boxeuse pour s'occuper seule de son enfant. Et c'est les aléas de la vie qui ont fait qu'elle n'a pas continué sa carrière. Pour une femme, mère célibataire, dans le fond, c'était comme la seule chose à faire à cette époque-là. On s'entend que c'était il y a 11 ans. Tu ne vivais pas des bourses de tous ces combats. Tu ne peux pas vivre des bourses de tes combats. Puis là, tu deviens la seule personne à devoir pourvoir aux besoins de ton enfant. C'est pour ça que Cara Rowe a décidé de mettre en veilleuse sa carrière. Pourquoi elle revient à 46 ans? J'ai l'impression que c'est comme si la boucle n'était pas bouclée. Elle ne veut pas nécessairement devenir championne du monde, mais j'ai l'impression qu'elle voudrait faire 1, 2 ou 3 petits combats pour juste dire, regarde, je termine ça de façon positive. Je suis encore capable de le faire. Je suis une jeune 46 ans. Je veux juste le faire pour clore le sujet de la carrière qui a été laissée en veilleuse. À l'époque d'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 11 ans, par contre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va te donner. Mais c'est quand même émouvant. Quand tu regardes ça un peu, tu te dis, je peux comprendre le move, même si 46 ans, c'est un âge très avancé. Je comprends le move. Maintenant, est-ce que c'est un move safe? Je ne le sais pas. Parce que je ne sais pas de quoi elle va avoir l'air. Tu contrôles le matchmaking, ça lui permet d'être vu par son enfant et sa famille, puis après ça, on ferme les livres. Je pense que ça va vraiment se closer de cette manière-là. Et je ne crois pas qu'elle va faire 5 combats l'année prochaine. Peut-être qu'elle va juste faire un combat. On verra. On verra après son combat. Mais je voulais en souligner parce que c'est quand même une athlète. Elle vit à Détroit maintenant, mais c'est une Canadienne c'est une des premières Canadiennes chez les pros, comme avec Elena Merjanovic, qui a vraiment fait reluire un peu la boxe féminine d'un point de vue canadien. Puis elle n'est pas connue du tout. En plus souligné.
Bravo, Cara, pour ce que tu as fait dans le passé, puis j'espère que tu vas être capable de closer ta carrière de la manière que tu le désires. C'est comme ça. Merveilleux. L'épisode 15 était chargé et il tire à sa fin. Avais-tu... moi, je pense qu'on a fait le tour, là, et c'était surchargé comme épisode, incroyable. Donc, on se reparle dans 1 mois et nous, on continue de surveiller tout ce qui se passe. Il y a je ne sais pas si tu vas publier quand. Il y a un assez gros combat ce soir. Je suis énervé aussi. Il y a plein de combats. Il y a plein de combats là, dans les prochaines semaines. Fait que c'est sûr qu'on va continuer de faire des entrevues et tout ça. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à 120 secondes. Marie-Ève Albert est partout. Twitter, Instagram, la radio parler. Marie-Ève Albert envahit les ondes. Franchement. Salut, bon Canelo. Bye.